Aujourd'hui, je suis avec Marine. Interdit de faire ça. Ça veut dire qu'on va discuter, même si elle veut pas. Mais ça, c'est parce qu'elle sait déjà écrire. On y va? Je t'aime bien, mais là, tout de suite, pas trop. Marine, elle a pas envie de parler. Alors qu'elle a écrit plein de choses. Non, moi, en fait, je voulais... quand je t'ai proposé qu'on fasse tout ça, c'était parce que... Alors, j'avais pas fini ta thèse, mais je l'ai fini hier soir parce que je travaille. Ah, c'est vrai? Ouais. Tu as occupé ma soirée. Je suis ravie, je suis très honorée. Et t'as fait une thèse qui est quand même assez hallucinante, à plusieurs titres, je trouve, qui s'appelle La littérature laboratoire. Ouais. Ça, c'est le titre de la thèse. Ouais, c'est le titre de la thèse. Mais c'est un titre qui a pas forcément paru méga clair, je pense, à... Personne. Non, mais comme c'est comme les titres d'essai, quoi, c'est un peu mystérieux. Si tu veux, le titre de ma thèse, savoir de la nature et pensée historique, bon, tu vois, ça fait moins rêver, quoi. Ça fait moins rêver. Heureusement que ça commence par son nom, tu vois. Si tu mets une belle photo. De Ronan. Bon. Voilà, oui, bien sûr. Ah ben quand t'as une photo de Ronan, ça fonctionne. fonctionne. Quand même. Mais en fait, vraiment, quand je l'ai commencé, donc quand tu me l'as envoyé, en fait, je l'ai commencé très vite après. J'avais une petite idée de ce que tu faisais, mais j'ai été assez surprise. Et d'abord, je voudrais savoir en fait comment t'en es venue à bosser là-dessus. Même si t'as le droit d'avoir des raisons pas avouables. Que je vais avouer, donc. Ah devant la caméra. Non, mais tu vois, je veux dire, on n'est pas dans une baignoire, mais c'est comment j'ai vu l'expression tout à l'heure, c'est du web reality. Web reality, d'accord, très bien. On est comme ça de plein pied dans le Non, sujet. mais moi, c'est Azestar, tu vois, je vais sortir mes canards. Non, mais littérature laboratoire, alors en fait, bon, je vais quand même le dire, c'est une thèse qui est à la croisée. C'est très universitaire. Confluent. Ouais. Moi, ça me fait penser à Lyon, tu vois. Les confluents? Confluence. Ah oui, moi j'aime bien Confluent. De la littérature 19e, dans ce qu'elle peut avoir plus traditionnelle. Critique. Ouais. Sur, on va dire, le thème, le bac à sable. Moi, j'aime même pas le bac à sable, mais c'est mon côté enfantin. On peut avoir du bac à sable sur les rives du Confluent. C'est bien. Puis après, on ramassera des petits coquillages, ce seront des vestiges, on va remonter le temps et on parlera de sciences naturelles. Pouf donc de la critique littéraire au 19e siècle. Et donc, en fait, comment la critique littéraire, tu me diras quand je dis des bêtises, permet d'avoir une idée de comment est représentée et reçue la littérature au 19e siècle, avec un axe particulier qui est comme celui des sciences naturelles. Alors, qui n'est pas si particulier que ça, qui est plus large que les seules sciences. Quoi. Alors, oui, l'origine, c'était de faire toutes les sciences. Ouais. Okay. Et en fait, en travaillant, en commençant à étudier, je me suis aperçue que les sciences de la matière étaient assez absentes, même si elles sont importantes pour l'époque aussi, mais qu'en critique littéraire, ce qui était repris, et à juste titre, c'est les sciences de la vie, les sciences de l'homme. Ouais. Donc aussi psychosociaux qui apparaissent dans le dernier tiers. Parce que c'est pas encore complètement séparé à l'époque, ça se sépare complètement au cours du 19e et ça finit... Fin 19e, voilà. Fin 19e, mais finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment seconde moitié 19e, au moment où ça se fait, parce que la critique littéraire se positionne un peu comme, au même moment comme la sociologie et comme la psychologie, c'est-à-dire qu'elle a aussi cette volonté de se constituer comme discours. Mais là, je suis déjà non, mais c'est super, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, tu l'as pas fait avec ton petit stylo et ton petit calepin. Tu le fais aussi, avec... je veux aussi des carnets dans mon sac, ça m'arrive. C'est extraordinaire. On a trop de points communs. Mais avec ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu des formations de textométrie, j'en ai un peu parlé la semaine dernière, mais rapidement, concrètement pour moi, la recherche... numérisé, c'est récupérer des textes sur Gallica ou sur archive.org et faire du contrôle-F, quoi. Ce qui est déjà important parce que on a des collègues c'est très difficile de parler humanité numérique encore parfois dans le milieu universitaire. C'est pas facile. En lettres surtout parce qu'il y a des traditions, parce qu'il y a un héritage surtout en France. Et alors qu'en fait, les collègues, ne serait-ce que parce que ils vont sur Gallica et qu'ils font de la recherche plein texte, ils sont déjà dans une pratique numérique. Et c'est difficile de le refuser complètement. Mais toi, t'as fait plus, t'as utilisé le logiciel, alors tu fais de la statistique, de la lexicométrie, des représentations visuelles, enfin je sais pas, est-ce que tu peux présenter ça ?
Oui, d'accord. Alors les pratiques, là, t'es Ouais, déjà la dans la pratique. pratique numérique. Non, mais après, je pense que c'est important Oui. de savoir. Mais c'est Parce que les pratiques, en fait, elles ont quand même été à la base de ton boulot aussi. Elles ont été... Oui, mais j'ai été amenée un peu... Enfin, je sais pas si j'allais dire pas par choix, mais c'est parce que j'aurais pas pu faire ce sujet sans. C'est beaucoup trop vaste. C'est-à-dire que travailler sur la croisée, on revient à cette croisée, des discours sur un demi-siècle, donc sur un corpus de 400 textes, c'est impossible. C'est impossible. Avec mon stylo. Ah. Et les surligneurs. Et les codes couleurs. Mais... donc voilà, après... Il y a la question, c'est intéressant parce que tout de suite, toi, tu cites des pratiques statistiques qui sont importantes parce que, effectivement, c'est celles dont on parle le plus. D'ailleurs, c'est peut-être là-dessus qu'il y a le plus d'écrits qui existent aujourd'hui. C'est ultra emblématique. C'est emblématique, c'est la textométrie, c'est la lexicométrie, l'étude des fréquences. Bon. Et il existe des choses là-dessus depuis maintenant une trentaine d'années, hein, des choses très bien d'ailleurs. Mais je crois que l'enjeu maintenant. Préciser qu'il y a des choses très bien. Oui, bah. J'en connais des biens. Non mais. Pardon. Non mais c'est très varié, bien sûr, parce que c'est pas. Il suffit pas de faire une fréquence de mots pour avoir quelque chose d'intéressant. Et ça, François Astier le dit très bien d'ailleurs. Enfin, moi, il souligne le fait que après, tout ce qui est mesurable n'est pas forcément intéressant. Et j'aime bien souligner ça. Je suis d'accord. On mesure, bon d'accord. Donc on a des listes de mots, c'est très très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait Entre la liste de mots et la littérature, il y a quand même un fossé. Mais, et là, l'enjeu du laboratoire Hopville, donc la BEX, qui est rattachée à la Sorbonne, pour lequel j'ai travaillé, dans lequel j'ai fait ma... Hopville pour Observatoire de la vie littéraire. Merci. Dans le cadre duquel j'ai fait ma thèse et qui travaille vraiment dans les humanités numériques littéraires, c'est de dépasser un peu toute cette, toutes ces études, ce champ de statistiques, pour aller plus sur le côté du sémantique, parce qu'en fait on a encore des difficultés à établir des logiciels, des outils qui soient capables de passer du mot au sens et d'être vraiment là, c'est ce qui guide le plus l'interprétation littéraire finalement, d'être dans l'analyse du sémantique. Et donc c'était aussi l'enjeu. Et voilà, donc moi évidemment j'ai fait un peu de statistiques, mais l'idée c'était surtout d'aller au-delà et d'aller chercher des logiciels qui permettent de travailler sur le sémantique pour les circulations de concepts, notamment entre le discours scientifique et le discours littéraire. Et ce qu'on appelle les transferts aussi. Oui, les transferts notionnels. Et puis... Comment les gens ils se volent des mots. Mais oui, enfin, en plus, c'est même pas un vol parce que tu t'aperçois que c'est des dialogues constants. Quand tu voles un mot à quelqu'un, il l'a toujours. Oui, alors... C'est vrai, mais en fait, ils évoluent en même temps. C'est ça qui est intéressant. Et c'est que finalement, on pourrait même pas dire que la critique littéraire vole des mots aux sciences, parce que la science se construit. En général, on appelle plutôt ça des emprunts, tu sais, comme à la bibliothèque. Oui, voilà, exactement, des emprunts. Puis après, on te le rend, mais on a changé des trucs à l'intérieur. Non, mais ça fait... Enfin, parce que le sémantisme de la société, et en particulier la littérature, va évidemment infléchir le sens des mots. Oui, mais c'est pas la science, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, tous ces discours rentrent quand même dans un système culturel qui se façonne, en tout cas pour le 19e siècle c'était vrai, mais je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui, ou à nouveau aujourd'hui, donc c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de revenir un petit peu dans cette période, c'est que quand tu as un nouveau discours qui se construit, tu peux pas considérer que le discours scientifique est enclavé et qu'il est indépendant du système culturel et des discours qui sont environnants, y compris artistiques, littéraires, je crois que philosophiques. Même quand il est figé, enfin figé, il est pas figé, mais installé, il reste tributaire. Ça, on le voit vraiment à titre d'exemple. Bon, alors là, on va retrouver la féministe en moi. En biologie, quand on te représente, alors bon, c'est un exemple méga bateau, mais l'ovule passif avec le spermatozoïde actif, ben en fait c'est faux. Et c'est une représentation sexiste qui vient de la société. Et qui, en retour, retourne à nouveau à la société. Concrètement, c'est hérité de l'anima et du pneuma d'Aristote, quoi. Mais ça, c'est intéressant parce que, bon, on va peut-être pas aborder le sujet aujourd'hui parce que ce serait très long. Et... Parlons gamètes. J'allais dire... Non J'allais faire pire, j'allais revenir à la question de la race. Mais parce qu'au 19e, enfin même à partir du 18e... Hashtag racisme, hashtag point Godwin. Oui, non mais on écrème là tous les sujets pour avoir des vues, puis après on va arriver à notre sujet humanité numérique. Que je vais lui faire. Mais
Mais c'est exactement ça aussi, Ouais. c'est-à-dire que et c'est ça qui est intéressant avec la notion de race quand tu l'étudies, c'est que le discours scientifique construit déjà son discours à partir d'une idéologie. Les murs s'écroulent. Non, c'est un Autour stylo de qui nous. tombe, ce qui est vraiment parfaitement emblématique de la situation. On passe aux ordinateurs. On passe aux ordinateurs. Oui. Ouais, ça y est, c'est le passage. À On vraiment passe aux bosser comme ça. ordinateurs. Et donc, toi, donc, tu as fait de la statistique, donc de la représentation de données aussi pour aider à oui, alors, voir. j'ai fait beaucoup de choses distinctes, ce serait difficile de résumer. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'étudier l'interdiscursivité, la façon dont Donc, c'est l'intertextualité en plus précis. en discours, c'est-à-dire de voir comment un discours de critique, nouveau discours de critique, se construit en prenant pour modèle un discours qui est un discours scientifique, mais en fait c'est un modèle qu'elle construit aussi, puisqu'il n'existe pas à proprement parler de discours scientifique comme modèle. Et surtout que là encore, on s'aperçoit que ça dépend de quelle science on parle. Mais, et donc sciences de la vie en particulier à ce moment-là. Et donc pour ça, j'avais besoin d'aligner les textes, par exemple. C'est-à-dire Alors, ça veut dire quoi, aligner les textes ? Aligner les textes, c'est comparer des textes, tous les textes de critique littéraire de la seconde moitié du 19e siècle que j'avais numérisés, et les textes scientifiques de la même époque. Pour voir les points communs qui ressortent. Pour voir voilà, les citations qui peuvent circuler. Alors, il y a le vocabulaire, alors ça c'est intéressant pour les phrases. mais voilà, ça dépend des algorithmes que tu utilises, ça dépend des paramètres. Je pourrais faire ça pour Renan et la Bible. Ah mais ça c'est tout à fait faisable, mais ça, on a on va des le faire outils. alors. Oui, voilà. Donc ça c'est des algorithmes d'alignement, donc en fonction de ce que tu recherches, tu choisis ton algorithme. Pardon. Non, mais c'est très sérieux hein, à partir du moment où... Non, j'ai bien compris. Et bon voilà, donc ça c'est un exemple, mais là on est, tu vois, on n'est pas du tout dans la statistique, on est vraiment dans l'alignement de texte pour repérer, et c'est là ce qui est très intéressant, c'est que ça te permet de faire des genèses ensuite de texte, parce que tu t'aperçois dans les qui reprend qui, et en fait qui a vraiment lu, et qui reprend à travers tel auteur, qui est impossible à faire à la main, sauf si tu as un vieux chercheur en fin de carrière, avec une mémoire alors il faut une érudition énorme, mais surtout... Alors, et puis tu rates des trucs, Voilà, là l'avantage c'est que tu peux le faire sur un corpus considérable, et quand tu prends des corpus... Alors moi encore, mon corpus était assez modeste, plusieurs centaines de textes, c'est assez modeste, mais quand tu peux avoir des milliers. Voilà, quand tu t'intéresses au gros corpus de Gallica, qui était sur vraiment des milliers de textes, là c'est intéressant parce que effectivement tu peux retracer des circulations, y compris dans des textes qui sont oubliés aujourd'hui, et ça te permet d'avoir des maillons manquants, tu vois, apparaître. Ouais, et donc ça c'est un peu ce que je disais dans la dernière vidéo parfaitement amatrice, d'exhumation de vieux corpus, de vieux textes auxquels on pense pas. Oui, exactement. Alors ça c'est le cas, en fait il y a deux pratiques... Alors il faut penser à les mettre dans le corpus, mais si on récupère directement... mais pas forcément, voilà, c'est les deux pratiques différentes. Ça dépend comment on les collecte. Quoi. Exactement, ça dépend si tu es là pour... Vraiment, si tu utilises les méthodes de façon complètement heuristique pour découvrir des choses nouvelles, à partir de corpus qui sont des corpus que tu collectes mais dont tu n'as même pas connaissance. Ouais. Ou si tu l'utilises, et les deux sont pas du tout incompatibles, tu peux les concilier, les méthodes, voilà, comme des supports à l'interprétation littéraire. Et je pense qu'il faut un peu des deux en fait. Il faut que tu acceptes de partir avec certaines hypothèses, mais aussi d'accepter les découvertes, les événements inattendus. Et puis il faut aussi après revenir à tes hypothèses, en formuler de nouvelles. C'est la science quoi. C'est la science. Ça se passe comme ça. C'est la méthode, la question de méthode, en tout cas. Et pour le coup, ça prend pas beaucoup de temps de faire tout ça ? Bah, ça prend beaucoup de temps. Ça prend moins de temps que si tu devais le faire à la main, ça c'est oui, sûr. voilà, c'est ça, ça prend le temps d'une thèse. Ouais, ce qui est pas on si est mal, tous là. Il y en a qui vont trouver que c'est considérable, mais je crois pas que ce soit du temps perdu. Parce que quand tu... Non, vraiment, je me pose des questions, mais naïves, tu vois, de calcul. Genre, quand tu lances le truc, est-ce que tu as le temps d'aller boire un café ou tu vas plutôt au restaurant ? Ça dépend ce que tu lances, et ça, c'est vraiment des questions bêtes. Non, mais moi, j'organise mon temps. Ça, c'est l'ingénierie. Ça dépend complètement de... Ou tu le lances avant de partir le soir chez toi, tu vois. Enfin, Non, mais attends, 400 textes, ça pas dépend énorme, du traitement, mais en général, c'est quelques secondes.
Ouais, donc ça... Mais ça dépend, encore une fois, ça dépend de ce que de tous les algorithmes qui sont derrière. Ça, c'est vraiment l'ingénierie, ça dépend pas de moi, là. Ça dépend parce qu'on travaille évidemment avec des ingénieurs et des chercheurs en informatique. Et ça veut dire aussi que ça, c'est un autre renouvellement du travail des chercheurs, c'est qu'on est obligé de bosser en équipe pour ça. En collaboration, et je crois qu'en fait, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû cesser. Si t'avais pas bougé, on n'aurait pas su qu'il y avait des mouches chez moi. Ah, pardon, j'ai trahi le secret d'Azélie. Ça va passer. C'est l'été, hein. J'avais peur de la manger. Tu sais qu'une fois, je sais pas si je devrais raconter ça, mais je vais le faire parce qu'on y est. En 10 minutes, je m'en suis pris une dans chaque narine. J'étais dépitée et je me suis mouchée, elles sont jamais ressorties. Voilà pourquoi je fais des mouvements de bras. Non, mais j'ai voulu, puis en fait, j'ai réussi à rentrer une dans la narine en voulant la chasser. Enfin, mais une godiche, tu sais. Donc, je suis un peu Spider-Man, mais par les narines. Bah oui, puisqu'elles sont rentrées. Elles sont jamais ressorties. Mais c'est des araignées. Ah oui, Spider-Man, Flyman. Flywoman. Et surtout que les araignées ne sont pas des insectes. Mais au 19e, on les considère comme des insectes. Et là, tu reviens à Sciences naturelles. Ah. T'as vu cette subtilité T'as rien vu venir, hein. Non. Et donc, Sciences naturelles, là, je... Non, mais alors, bon, là, je te demandais le temps, là, sur la collaboration oui, en on équipe. était sur la collaboration. Non, oui, c'est ça. Je pense que... Parce que il y a la collaboration chercheur littérature, chercheur en informatique ou ingénieur, mais il y a aussi la collaboration, et ça, je trouve ça très intéressant, avec des linguistes, avec... alors, linguistique et TAL, traitement automatique de langue. Et finalement... Je pense qu'on n'aurait jamais dû essayer parce que quand on étudie la littérature, c'est important aussi d'étudier la langue à un moment, même si t'es pas spécialiste. C'est de la langue. Voilà, c'est compliqué de cloisonner encore une fois. Et donc, finalement, là, on est obligé de collaborer. Mais je trouve que c'est une manière de revenir à la recherche qui est fondamentale, qui est le dialogue. Et en plus, il y a la fonction du dialogue en elle-même. Tu vois, on revient à Renan... qui échangeait avec Berthelot dans les couloirs. Marine va pas le dire, mais elle est en train d'éditer la correspondance Renan-Berthelot. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis impatiente. Genre, tu tiens ma vie entre tes mains, là. Heureusement qu'il y a encore quelques lecteurs. Et ça, tout le discours d'idées a pu avancer parce qu'ils se croisaient dans les couloirs et qu'ils échangeaient. Et je pense que ça, c'est essentiel et c'est ce qu'on peut retrouver quand on collabore. Et ça marche très bien. Quand tu es dans un colloque humanité numérique et que tu rencontres des ingénieurs qui vont te parler, tu vas leur dire ton projet de recherche littéraire, ils vont te parler de nouveaux algorithmes et ça va te donner de nouvelles idées de recherche. Et c'est là qu'on a vraiment un nouveau paradigme heuristique. Parfois, on se demande si les humanités numériques sont pas un paradigme heuristique, mais c'est... Et ça permet aussi de se dire, j'avais eu en formation textométrique avec Jean-Marc Leblanc, il m'avait montré des résultats et en fait donc d'étendue de vocabulaire c'était. Mm-hmm. Je sais même plus quel logiciel c'était. Quelle honte. Et le logiciel ça a comparé grosso modo Molière et Racine et en fait et dans le style, dans le nombre de mots employés. Ah, tu sais peut-être TXM, non? Ça devait être ça. Mm. Et en fait, dans ces résultats, il y avait un truc qu'il s'était pas dit, parce que lui, c'était vraiment un informaticien, c'est qu'en fait, les plaideurs de Racine se retrouvaient du côté de Molière. Mm-hmm. Donc ça devenait un indicateur générique. Et ça pour le ça coup, ça fonctionnait corroborait oui, complètement l'effet de sourdine de Schweitzer. Mm-hmm. Dont j'ai déjà parlé, allez voir la vidéo. Et ça fonctionnait vraiment. Ça fonctionnait complètement. Et en même temps, il s'est... Alors bon, je pense qu'il sait que les plaideurs c'est une comédie, mais il restait sur, bon, on a une espèce d'anomalie. J'ai dit, mais en fait, ouais, l'anomalie, c'est le genre, quoi. Mm-hmm. Bah, il était méga content. Ça justifie l'outil, quoi. Oui, ça marche. Et ça va permettre, et ça, tu le dis dans ta thèse, et j'en suis absolument persuadée, je l'étais même avant de te rencontrer, donc on se confirme. On dialogue, mais on se confirme, ça fait du bien. Que... Je fait de venir. Non, mais que les humanités numériques, que les résultats que peuvent donner les humanités numériques et ce genre d'approche, eh ben ça fout, je vais le dire un peu vulgairement, mais la tradition de l'histoire littéraire par terre, parce que on va finir par redéfinir les genres. Par exemple. Et l'histoire littéraire à partir des corpus réellement produits. Oui. Alors ça veut pas dire que ça sera un cataclysme, ça veut dire qu'on va aller vers un travail plus fin. Mais c'est ce qu'on disait hier et plus de critères, au colloque, c'est que y a une redéfinition des canons, c'est-à-dire qu'on sort de cette histoire purement canonique
parce que justement, quand on retrouve des textes qu'on a oubliés, il y a une manière de reconstruire... tout s'écroule. Bah, c'est le carnet qui va avec le stylo. Il y a une manière de... Quelqu'un a envie d'écrire ici dans cette pièce. De reconstruire c'est moi, hein. l'histoire à partir de... Enfin, hors des canons. Et donc on n'est plus dans une histoire qui est figée, c'est très intéressant. Mais je pense pas qu'on soit complètement hors de la tradition pour autant. À mon avis, au contraire, il faut vraiment aussi comprendre les ponts qui peuvent être faits. On reste dans un héritage. Le discours de la tradition, pour le coup, il est montré en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire un discours de tradition qui va avoir des côtés conservateurs, mais pas seulement, qui peut aussi être très innovant, ou qu'il a été à un moment qu'il n'est plus, etc. Et en fait, on va pouvoir le confronter à la réalité des textes. Donc des fois il sera confirmé, des fois pas. Ça c'est hyper intéressant. Je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis revenir à la réalité des textes, je crois que c'est ça l'enjeu, c'est de partir des textes. Et là, c'est un peu l'enjeu, ce qu'on souhaite, je crois, la méthode commune, parce qu'après il y a différents types de méthodes avec les humanités numériques. Les humanités numériques, c'est un champ qui est très vaste et qui ne veut pas dire grand-chose. Et ça dépend de ce qu'on cherche, ça dépend des outils. Voilà, c'est un bac à sable. Voilà, le bac à sable, ça marche pour tout. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est vraiment de partir du texte, toujours. Et avec un nouvel œil qui n'est pas uniquement un œil humain. Qui est mobile, je crois, si on peut dire ça comme ça. C'est une nouvelle... c'est vraiment une nouvelle... Vas-y, continue, c'est pas sûr encore. Je dis continue. C'est une nouvelle... je crois parce qu'il y a une nouvelle visibilité. Ouais. Mais c'est pas simplement jusqu'à présent on avait le nez dans notre livre et maintenant on a un point de vue qui est très surplombant avec le numérique et c'est un peu simple. Oui, en réalité ça te permet de traverser les différents espaces du texte, les différentes dimensions, les différentes échelles et c'est ça qui est intéressant et d'avoir plusieurs entrées et c'est pour ça que moi je suis très attachée à tout le modèle du réseau et je pense que c'est ça qui change mais bon ça c'est ce que j'avance. Tu cites même le rhizome de Deleuze Guattari dans ta conclusion. Tu as vraiment lu cette conclusion. N'est-ce pas? Mais exactement, mais c'est parce que je moi je suis pas des polypes, mais ça c'est le 19e. Hein. Ah oui, il y a eu des choses depuis, tu sais. Depuis après Renan, non? Oui, c'est ça. Mais non, mais c'était aussi pour dire qu'il y a une pensée qui est cette idée d'être fatigué du modèle généalogique de l'arbre, de la construction. Je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est là avant, qui était déjà... c'est pas forcément le numérique. Le numérique vient répondre un peu à ça. Et pas que d'ailleurs, parce qu'il garde un modèle arborescent dans certains types de construction, la construction des pages, enfin voilà. Mais pour autant, en ce qui concerne, quand on numérise comme ça, il y a une mise à plat, tu numérises des textes, mais quand tu repars des textes et qu'ensuite tu les mets en réseau et que tu reconstruis les liens internes qui sont faits les uns avec les autres ou entre les discours, là tu te retrouves dans vraiment une construction donc, qui part des textes, qui part de la singularité des textes, et ça je pense que c'est très important en littérature, où t'es pas en train d'apposer une histoire préconstruite, mais qu'au contraire... Ce qui est une faute logique, mais majeure des dissertations d'étudiants. Bah oui, mais... Le texte est écrit pendant le romantisme, donc il est romantique. Mais c'est comme ça qu'on t'apprend encore enfin, c'est comme ça qu'on a un peu figé là. Oui. Non, mais moi je les tape. Mais en même temps, je trouve qu'on est... sur cette question-là, pas c'est une question logique. Dès que t'es dans une approche un peu simpliste de la tradition littéraire, il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a un contexte, t'expliques le contexte, et après, à partir du contexte... Ce qui est pas faux non plus, je dis pas du tout d'éviter d'évincer le contexte. Non, mais j'étais pas très contente quand Romain m'a demandé hier si Renan était romantique, parce que oui, mais c'est plus compliqué. Oui. Tu vois, il y a quand même ce truc-là. Oui, bon après... surtout avec le romantisme. Le romantisme, c'est très compliqué. Le romantisme, il y en a 5 en France, 3 en Allemagne. En critique littéraire, au 19e, c'est exactement le problème, et c'est celui-là. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la critique littéraire au 19e, on te dit t'as les positivistes. Ouais, ce qui est très abusif. Voire les scientistes. Et puis tu as en face, d'abord les romantiques, et puis ensuite les symbolistes. Or... évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, c'est tout l'enjeu de la thèse. Essayez de savoir si vos potes sont vraiment à gauche ou à droite, vous verrez comme c'est compliqué. c'est la même chose. Quand on réfléchit bien, c'est compliqué. T'as vraiment envie de faire tous les sujets... Tu vas voir, mais hashtag blague.
Mais voilà, enfin bon, bref, c'est ce modèle du réseau qui fait que, en fait, on est dans une histoire de relations. Et c'est ce qui compte, c'est d'aborder la littérature par les relations des auteurs les uns avec les autres, des textes les uns avec les autres, des notions les unes avec les autres. Et en fait, c'est un modèle qui est très vivant. Hein. Même si c'est des machines. De la vie, bah, bien sûr. Ah, mais on n'a jamais été aussi proche du vivant qu'à l'ère du numérique. Ça, c'est fantastique. Ça, moi, c'est ce que je pense et défends. Alors, je me posais une question, mais alors, franchement, je sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que je prenais ma douche, mais je m'en souviens. Qui est... Ouais, j'aurais tout fait. Pourquoi tu parles de ta douche? Mais parce que tu sais que c'est sous la douche que naissent les bonnes questions. Ah oui, d'accord. Les difficiles, c'est lesquelles on ne sait pas répondre. Tu vois, c'est mis en contexte. Donc, j'avais les cheveux mouillés. Moi, je chante sous la douche, mais chacun son truc. En plus, j'avais mis Doris Day, c'était très bien. Je me suis demandé, en fait, dans quelle mesure... ça va te paraître sortir de nulle part, mais ça vient de la douche. D'accord. Les humanités numériques n'étaient pas, en fait, en train de nous permettre d'accéder au modèle qu'était la thèse d'État, mais sans les années de la thèse d'État. Je pense à des thèses comme l'idée de nature au 18e, je crois que c'était de Golzinck, tu vois, c'est-à-dire à ces monuments que des gens faisaient en 10 ou 15 ans, mais qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, mais qui se passent encore différemment. Alors, ta thèse, elle est exemplaire parce que tu expliques... alors, je sais pas aussi dans quelle mesure elle a été remaniée entre la thèse que j'ai lue et... Le livre, ça a été divisé par deux pour épargner les lecteurs. Mais il y a toujours les images et t'expliques toujours les méthodes. J'explique beaucoup les méthodes parce que je pense que c'est important. Et surtout, j'ai vraiment... je suis partie d'aujourd'hui, je suis partie justement des humanités numériques parce que ce qui m'intéresse, c'est de revenir à cette nouvelle critique littéraire qui part d'un modèle scientifique dans la seconde moitié du 19e siècle pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les humanités numériques. Et il y a un parallèle qui est extrêmement important. On n'est pas dans les mêmes enjeux, mais les critiques qu'on nous fait aujourd'hui sont finalement les mêmes que les critiques que celles de nos objets d'études. Voilà, ceux du 19e pouvaient recevoir. Et en fait, il y a je pense le fond du problème, c'est que à l'époque, tu avais une rupture épistémologique qui était liée à une nouvelle manière de concevoir la vie, avec l'évolutionnisme, avec Claude Bernard, avec Pasteur. Bon. Et donc il fallait aussi redéfinir, la vie c'est la création, il fallait redéfinir derrière la littérature à partir de cette nouvelle façon de voir la vie et de replacer l'homme aussi dans ce nouveau monde vivant. Et là aujourd'hui... Et de temps en temps les femmes. Parfois. Non mais alors quand je dis homme, Zélie... mais et puis aujourd'hui je pense qu'on a à peu près la même chose dans le sens où on est en train de vivre encore une rupture. Alors, même si j'aime pas trop le terme de rupture, mais en tout cas de mutation, voilà, qui est épistémologique, mais qui est culturelle aussi, énorme, où, à nouveau, il y a la question du vivant, avec la machine, justement. Bon. Et donc, à nouveau, il faut redéfinir la littérature là-dedans, redéfinir la place de l'homme, et avec les techniques qu'on a. Et qui passe aussi actuellement, et là, c'est quand même foudroyant de voir à quel point ça concorde avec ce que fait la recherche, qui est avec l'explosion de la pop culture, la reconnaissance de la pop culture comme une culture. Oui. Non, mais je pense vraiment que c'est important, l'élargissement des canons, l'explosion aussi. C'est-à-dire que, je sais pas, apparemment, dans les années 50, si on en croit les documentaires, on savait qui étaient les blousons noirs et puis qui étaient les yéyés, quoi. Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir ce qu'écoutent tes potes. Hein. Juste à leur fringue, avec la pub. Non, mais c'est vrai... tu vois, les rapports identitaires, etc., bien sûr. par la culture ont explosé. J'ai du mal à savoir quelle est la musique de mon époque, par exemple, tu vois. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça, ça a vraiment explosé, où on n'a pas... alors, il y en a qui parlent de clans, de micro-clans, etc. Je vois plutôt de la diffraction. Voilà. Donc, communauté, Alors, il y a des phénomènes de communauté, etc. On est en train de mettre à mal, et ça me paraît quand même très bien, mais pas entièrement, mais c'est compliqué, mais la distinction entre art majeur et art mineur... culture populaire, culture savante, parce que ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui. Il me semble que Macron écoute du Sardou. Quel est le rapport? Non, mais tu vois, je veux dire, il faut écouter du Boulez. Enfin, je suis pas sûre à 100%. Bah, de toute façon, lui, il a des goûts de vieux, hein, niveau musique, etc. Les références qui sortent ne sont pas celles de sa génération, celles de sa femme. C'est moi qui l'ai dit. Voilà, on se refait Racine. Hein. Mais, et en fait, le numérique permet de faire la même chose
que nos pratiques, mais en recherche, donc avec ces questions des corpus, cette... tu veux dire question... par rapport à... Je trouve que ça concorde, en fait, ce qu'on vit et ce qu'on étudie. Ah bah bien sûr. Bah, ah oui, mais c'est cool. Mais parce qu'on est vraiment on est vraiment des produits de notre temps. Non, non, mais pas toujours. Mais je pense qu'on est vraiment en train de façonner un nouveau système culturel. Ouais. Et ça, on est en train de faire. Mais ça, c'est normal. Les questions qu'on pose, c'est ce qui nous préoccupe dans la rue. C'est normal, je pense. Voilà. Mais après, la question de la multiplicité... je pense que le numérique permet de revenir, surtout en recherche littéraire, vraiment à cette question, cette notion de singularité. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et tu crois que pour le coup, on va poursuivre les thèses monographiques, donc à consacrer un seul auteur, ou ça va se raréfier? Ah mais bien sûr. Parce que ça se raréfie déjà, hein, concrètement. Alors, je suis un oiseau rare. Tu es un oiseau rare, mais pas que pour la thèse, ça je peux te le dire. C'est parce que je fais des blagues. Mais il y a, bien sûr, il y a des thèses monographiques qui sont faites avec les humanités numériques. Alors j'avais lu les souvenirs d'enfance et de jeunesse vus par, je sais plus, l'analyse computationnelle, je crois. Ah c'est vrai? Ça existe? De 92, un truc comme ça. Je peux alors c'est les premières analyses automatiques de discours. Ouais, mais c'est rigolo, quoi. Et c'était une thèse, hein. C'était vraiment une thèse. Mais oui. Mais ça... Donc par exemple, on prend donc un bac à sable, une œuvre ou un auteur. Mais ça dépend complètement de ce que tu veux chercher. Et puis on peut... Tout passe ça, pour l'analyse de cette question de la monographie, elle m'interrogeait pas du tout au début de la thèse, alors qu'en fait j'avais un projet de thèse polygraphique. Non mais thématique, quoi, tu vois, sur mon premier projet de thèse, et la thèse que je finis. Que tu finis. Ça va se finir. Bientôt. Il faut que ça finisse. Le fanal est dans le canal. Non mais ça se finit. C'est quasi fini. Et en fait une thèse complètement monographique, mais qui parle d'intertextualité, d'interdiscursivité, parce qu'on est sur les mêmes thèmes, hein, concrètement, chez un seul auteur, et moi je fais ça à l'œil, quoi. Oui, c'est plus facile dans le sens où c'est a priori faisable à l'œil sur un auteur, et ça l'est pas encore une fois sur une centaine. Mais je pense que tu cherches... Je suis fatiguée. Enfin, tu t'aurais pas cherché non plus forcément la même chose. Alors il y a bien sûr une question d'ampleur, mais je pense que voilà, les deux de toute façon sont pas contradictoires et peuvent s'accompagner très très bien. Et bien, je regrette de ne pas avoir plus développé, parce qu'en plus j'ai eu des formations, mais alors c'est très dur de faire ça tout seul après, justement parce que je n'étais pas dans une équipe en fait, tu vois. De vraiment le faire à fond toute seule, j'ai lâché l'affaire. Puis parce que j'arrivais à avoir mis en place des méthodes qui étaient les miennes en fait. Puis faut pas. C'est comme ça que ça se passe finalement. Ça se passe toujours un peu... c'est un aller-retour entre le sujet et la méthode, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ça c'est la vie. C'est l'histoire de la vie. Oui, et puis c'est la méthode aussi qui façonne ton objet, hein. En tout cas les outils que tu utilises qui façonnent ton objet, et ça c'est important, je pense. Et alors, est-ce que tu peux résumer les résultats de cette thèse sur la littérature critique en 3 phrases? Et je n'ai pas dit 7 mots-clés, je suis sympa. Mais non, il faut acheter le livre. Ah, no spoiler. Si, je peux résumer. On va pas divulgacher. Oui, tu parles d'un suspense. Mais oui, parce que c'est ce que... Mais je l'ai déjà à moitié dit. Hein. De toute façon, on sait très bien qu'en littérature, ce qui compte, c'est pas la fin, c'est comment tu arrives. Donc achète le livre. Oui. Non, mais quand même... Non, mais surtout que c'est annoncé dès le départ. C'est-à-dire que c'est cette idée que... Enfin, que j'ai découvert au fur et à mesure, d'ailleurs. Hein, je suis pas du tout partie de là. Mais que finalement, il y a un nouveau discours de critique littéraire qui se revendique comme discours de la connaissance, ce qui est très nouveau. Et ça, c'est hyper intéressant. Et tu remontes à Kant régulièrement, c'est hyper intéressant. Ah, je remonte à Kant parce que c'est Kant s'intéresse... Enfin, il y a un retour au sujet avec Kant et au sujet physiologique. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retour au sujet de la critique littéraire qui va s'intéresser à la singularité de l'auteur, dans sa physiologie même, et toute la question de... Parce que les questions qui sont posées donc, à la littérature, à ce moment-là, c'est les questions qu'on pose aux vivants, c'est-à-dire la vie et la création. Ouais. Donc, les questions de la vie et de la création, c'est comment une œuvre naît chez un auteur. Pourquoi la vie, Marine? Pourquoi la vie? Pourquoi Mais... Comment on crée? Mais comment on crée? Mais oui, mais tu t'imagines bien que c'est quand même la question essentielle. Énorme. C'est essentiel. Et donc, tu vas la chercher dans le génie. Aujourd'hui, on dirait comment on invente et pourquoi le nouveau. Hein. Mais c'est la même question.
Oui, sauf que tu es à une époque où en plus, c'était juste avant Bergson, c'est la question de l'élan vital aussi, hein, il y avait gros débats entre matérialistes et spiritualistes à ce moment-là, et que l'œuvre là-dedans, c'est est-ce que tu peux l'expliquer, est-ce que tu es déterminé pour écrire l'œuvre que tu vas écrire ou pas, est-ce que... Est-ce que tu es un produit de ton temps ou est-ce que tu es un produit de exclu- toi-même? ou de ta famille, Est-ce ou que, de est-ce que ce tu qui es est un encore plus produit? angoissant. Surtout Et si ta puis, quelle famille est vit la hors du temps. part et quelle est la part qui échappe toujours? Parce que c'est ça, et donc c'est l'enjeu est là, d'aller Et essayer de se rapprocher de ça. in fine, c'est quelle est la place de l'individu dans la société quand il s'agit d'écrire? Quelle est la place? Alors, dans la société, je sais pas si... C'est pas seulement la société, c'est aussi dans le corps. Je pense que... Tu sais que j'avais écrit un texte qui est de blog qui s'appelait Y a-t-il un auteur dans le texte? Y a-t-il... Bah oui, alors ça c'est vrai que c'est une question... Ça c'est la question que pose... Mais en fait les Ça, critiques, c'est très- ils y répondent au 19e, Bien sûr, il y a un c'est... auteur dans le texte. Bien sûr, il y a un auteur dans le texte. Oui, mais moi Mais- je parlais pas du 19e, je parlais des jeux vidéo à ce moment-là. Ah oui, t'as vraiment dérivé. Ah ouais, complètement. Mais j'aimais bien ce titre. Ça me Ça faisait- c'est un beau titre. Mais- Moi, ça c'est une blague. Non, mais y a-t-il un auteur dans le texte? La question elle se pose pas comme ça au 19e, par contre c'est comment tu replaces l'homme dans ce nouveau monde vivant qui va être révolutionniste, qui va avoir sa propre histoire, et comment d'ailleurs l'homme peut refaire sa propre histoire avec les lois d'adaptation, etc. Et de fait, comment la littérature elle-même peut créer sa propre histoire. Et c'est pour ça qu'on a aussi les premières histoires littéraires qui apparaissent à ce moment-là, et qu'on n'est plus dans une succession de tableaux. En fait, on passe de cette approche un peu cumulative de la littérature pour arriver sur une littérature qui a une histoire, qui a une existence, qui a des règles d'autonomie. Et donc, finalement, le cœur de la thèse... voilà, et le cœur de la thèse, c'est ça, c'est-à-dire de voir comment la littérature se construit de façon comme... Enfin, l'idée de littérature apparaît avec cette autonomie totale telle qu'on va l'entendre après au XXe siècle et qu'on continue à l'entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que la littérature, aujourd'hui, ça a une existence propre. Ouais. Ce qui pose plein de problèmes politiques, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Oui. Ça va, on a assez de points comme ça. Mais ça apparaît dans cette dernière moitié du 19e siècle parce qu'on est obligé de le penser comme ça, parce qu'on a des nouveaux modèles pour penser le vivant. Et aujourd'hui, encore une fois, on est à nouveau... Alors là, je vais prendre une expression de Frédéric Worms, que je cite tout le temps, mais que j'adore. Et c'est parle vrai de parce que moment même du son vivant. nom est science naturelle, quoi. Oui, c'est vrai. Je y pense à chaque fois quand je l'écris. Mais c'est ça, Cool. pour lui, on est aujourd'hui dans un moment du vivant, et je pense que c'est assez juste, où c'est quand même toutes les questions qu'on se pose, que ce soit en politique, en sciences, c'est cette question du vivant. Et on y répond à nouveau aussi, on se la pose aussi avec... le vivant, il est au cœur de notre construction du numérique. Et la littérature, à nouveau, se pense autrement. Et quand je parlais tout à l'heure un peu de modèle réticulaire pour penser la littérature autrement, c'est une manière aussi de le rapprocher du vivant à nouveau. Voilà, c'est ça le cœur de ma thèse. Yes. Je te propose un mot de la conclusion. Le vivant, c'est ce qui se débat. Très bien. Je vous dis à bientôt.